Ludovic Gavard me dit, pourquoi pas faire un jour un live qu'on puisse à plusieurs échanger en direct avec toi. Alors je ne sais pas comment ça se passe, mais cela pourrait être sympa de pouvoir avoir une discussion ensemble. Ouais, ça fait partie des choses que j'envisage la saison prochaine, de faire des lives sur YouTube avec vous. On verra. On verra déjà si techniquement j'en suis capable, ce qui est loin d'être évident. Et puis on verra si ça fonctionne. En tout cas, encore une fois, un grand merci pour l'audience de France-Portugal qui était absolument énorme. Patrice Loco me dit, c'est quoi la suite pour Melvin Jaminet pour les propos racistes tenus? Peu d'excuses à trouver et inimaginable de le voir évoluer en équipe de France à nouveau. J'ai entreaperçu les propos de Jaminet, parce que la vidéo a été supprimée, mais bon, il y a toujours des bonnes âmes qui en ont fait la capture. Ça n'excuse en rien ce qu'il dit, mais à l'évidence, il est ivre-mort. Donc, je veux dire, voilà, les propos de quelqu'un d'alcoolisé dans l'âge que lui, effectivement, je pense qu'il va avoir du mal à se relever de ça en sélection et même en club. Voilà, tant pis pour lui, faut pas boire. Et il faut pas que l'alcool te fasse dire des choses que tu penses, ce qui serait encore plus grave, ou que tu ne penses pas, ce qui pour le coup serait vraiment bête. Bidule Machin me dit, Pierrot d'accord avec El Loco, moi oui. Donc Bielsa nous a fait sa sortie pseudo-philosophique habituelle sur la mort du foot, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens au stade, mais que le jeu manque d'inspiration, voilà, toute une logorée typiquement bielsienne. Super, sauf que le match d'après cette sortie, l'Uruguay élimine le Brésil au tir au but après un 0-0 sordide et un match où les Uruguayens ont maillotché comme à leur plus beau jour. Donc c'est toujours pareil, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ça me gave assez fort. Après, sur les considérations de Bielsa, sur l'appauvrissement technique du football, je suis d'accord, mais un joueur technique de petit gabarit, il n'y a pas beaucoup de nations, pas beaucoup de clubs qui leur laissent le temps d'exploser. Monégascavi me dit, salut Pierre, la fameuse question casse-gueule que tu adores. Que penses-tu du fait que plusieurs joueurs de l'équipe de France invitent les gens à suivre un vote? Au vu de leurs privilèges, je trouve ça scandaleux, ton avis? Merci et bonne journée. De toute façon, tout le monde a ouvert sa tronche entre ces deux tours. En général, quand tu l'ouvres, c'est pour appeler à ne pas voter pour le Front National, parce que si tu appelles à voter pour le Front National, c'est la fin de ta carrière médiatique, cinématographique, pas sportive, mais enfin bon, je veux dire, quand tu vois la composition de l'équipe de France, tu te doutes bien qu'ils sont pas pour le Front National. Moi, ça me gêne pas, hein. C'est citoyen comme les autres. Moi, ce qui me gêne, c'est que à chaque conférence de presse, les journalistes soient venus alors, vous en pensez quoi, la politique, le RN, Voilà, c'est un peu. Après, si on pense que le fait que Thuram ou Mbappé disent qu'il faut pas voter le Front National, ça a influencé qui que ce soit, moi je veux bien, mais j'y crois pas une seconde. Ben 1362 me dit, question casse-gueule du jour, ça fait deux du coup. Quel est ton avis ou analyse des résultats des législatives anticipées? Es-tu inquiet de la situation à venir en France sur le plan politique? Je vais pas essayer de faire trop long. Le RN est de loin le premier parti de France, mais a fini troisième de ces élections. Ce qui prouve que le système n'est pas bon, à mon sens. Je dis pas ça parce que le résultat ne me convient pas. Je n'ai pas à m'exprimer sur le résultat ni à exprimer mon opinion. C'est pas encore une fois, j'estime que je n'ai pas de légitimité à donner mon opinion. Par contre, analyser, oui.
la France insoumise qui, dès 20h02 par Mélenchon, dit qu'ils veulent gouverner et faire ça par décret, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont reproché avec le 49.3 d'Elisabeth Borne, ce qui est assez savoureux. Je rappelle que les Insoumis ont à un près le même nombre de députés que lors de l'ancienne Assemblée. C'est les socialistes qui ont beaucoup progressé. Reste à savoir maintenant si les socialistes vont accepter ou si ce nouveau Front populaire ne va pas exploser à la naissance avec ce que va essayer de proposer très certainement Emmanuel Macron aux socialistes et aux républicains. Il est évident que si Macron réussit à faire une majorité qui va des socialistes aux républicains, je pense que c'est quelque chose qui conviendrait à beaucoup de Français. Mais après, ce qui est toujours pareil, c'est qu'il faut juger les gens au résultat. Supporter parisien me dit, que penses-tu des propos tenus par le Parisien pour justifier et expliquer l'euro catastrophique qu'est en train de réaliser Mbappé avec l'équipe de France? Je te mets le screen détaillé des explications. Alors, pour que tout le monde comprenne, on a dit sa préparation tronquée avec Léa suite à des maux de dos et aux genoux, qui s'est ajouté à sa saison manquée par une diminution de son temps de jeu avec le PSG. Son coup reçu au genou face au Luxembourg, qui ne lui a pas permis de jouer plus de 15 minutes face au Canada, sa fracture du nez, son conflit avec la direction du PSG, la situation politique en France qui l'inquiète et qui mobilise une partie de ses pensées. Alors je suis assez d'accord avec tout, sauf sur la situation politique en France, parce que je pense que c'est quand même, faut pas non plus déconner, et que c'est pas non plus... je veux dire, il s'est exprimé, mais bon... je pense pas que même si la France était passée du côté du Rassemblement national, ça aurait empêché Mbappé d'aller jouer au Real Madrid et de payer ses impôts en Espagne. Donc, non, ça, j'y crois pas une seconde. Après, le reste, je pense qu'effectivement, son conflit avec la direction du PSG l'a épuisé mentalement. Et ça a commencé dès le début de la saison. Et que tant qu'il y avait un petit peu de fraîcheur, bah ça marchait, et puis là aujourd'hui de fraîcheur il y en a plus. Après là il y a eu effectivement ces petits pépins de dos, le fait qu'il soit touché au genou contre le Luxembourg, et évidemment cette fracture du nez. Le tout fait que il est amoindri sur le plan physique, et quand t'es amoindri sur le plan physique et que t'es déjà pas en forme au départ, il est évident que ça pose des gros problèmes. Maintenant, le résultat, il est là. Comme je le disais dans un Face à Pierrot précédent, je me languis de voir maintenant Mbappé prendre 15 jours de vrai repos et de faire une vraie préparation avec le Real pour qu'on le retrouve, parce que c'est vrai que ça fait mal de le voir aussi amorphe que contre le Portugal. Même si l'Euro n'est pas fini, mais je ne vois pas par quel miracle il pourrait d'un seul coup redevenir flamboyant. Alors, Thibaut Grenier me dit, comment as-tu vécu la Coupe du Monde 2010 désastreuse de la France? Étais-tu encore journaliste à cette époque? Et qui selon toi sont les responsables de cette débâcle? Les joueurs, Raymond Domenech, les journalistes ou les trois? Alors, à l'époque, oui, en 2010, c'était quand même il y a 14 ans, oui, j'étais encore journaliste. J'étais à Canal, et on avait l'intégralité de la Coupe du Monde sur Canal. Et donc, on avait un Canal Football Club tous les soirs en direct. Et d'ailleurs, on a beaucoup remercié, puisque suite à l'éviction d'Anelka de l'équipe de France, on a fait 4 soirs de suite plus d'1 million avec un CFC encrypté après 23 heures. Donc, c'était des audiences absolument incroyables. À qui la faute? Les journalistes, les journalistes, ils se sont contentés de commenter ce qui se passait, même si effectivement la déclaration d'Anelka a été enjolivée, extrapolée. Les joueurs, évidemment, certains joueurs, les meneurs, on les connaît, Evra, Vidal, pas Ribéry, parce que encore une fois, Ribéry a payé pour les autres parce qu'il était venu à Téléfoot en claquettes chaussettes.
ce qui en soi n'en fait pas de lui ni un meneur ni un frondeur. Domenech, oui, évidemment. Domenech, je pense que sa grosse erreur, ça a été de sélectionner Thierry Henry alors qu'il n'y croyait plus, mais qu'à partir du moment où tu sélectionnes Thierry Henry, tu peux pas le traiter comme le 21e joueur de l'équipe, ce qui a été le cas. Donc voilà, mais c'est effectivement, même si ça a été le terreau de la victoire des Bleus 8 ans plus tard, c'était quand même un moment pas très rigolo à vivre. Nicolas Panato me dit: une France en demi sans marquer, début d'une pauvreté technique. Pensez-vous que c'est le pire Euro de tous les temps? Est-ce que le football est en perte de vitesse au vu de ces matchs qui ressemblent de plus en plus à un concours de passe à disque qu'à du football? Merci d'avance, merci pour votre réponse. Il y a une bouteille qui est tombée. C'est vrai que c'est hyper chiant comme tournoi. Ce qui est d'ailleurs terrible, c'est qu'on a 3 des 4 demi-finalistes qui font un Euro pas loin d'être désastreux en termes de jeu. Les Pays-Bas, l'Angleterre et la France, aucun d'eux n'a montré le potentiel d'un demi-finaliste par rapport à des équipes plus emballantes comme la Turquie ou la Suisse par exemple, qui elles n'ont pas réussi à se sortir de ça. Je pense que les joueurs sont fatigués, les stars sont fatigués. Je veux dire, Bellingham est fatigué, Mbappé est épuisé, Kane est fatigué, voilà, et que quand les stars ne sont pas en rendez-vous, forcément une compétition est moins brillante. GG Boubouche me dit: dans la crise des droits TV, moult présidents semblent totalement pas concernés et distants. On n'entend jamais les présidents de Marseille, Lyon, Strasbourg, Angers, Monaco. Comment expliques-tu ce mutisme alors que soi-disant la faillite serait proche pour certains? Alors les 5 clubs que tu cites, Lyon, Marseille, Strasbourg, Angers et Monaco, il n'y a que Angers qui est vraiment concerné par cette chute des droits télé. Les autres clubs, Marseille, Lyon, ont des ressources extérieures et surtout s'appuient soit sur des milliardaires, soit sur des groupes pour financer leur club. Strasbourg a été racheté par Blueco, petit coucou aux supporters qui râlaient, strasbourgeois qui râlaient sur Blueco, pour leur dire qu'aujourd'hui, si Blueco n'était pas là avec les 50 millions qu'il faut mettre pour le stade, rembourser le CFC, payer le CVC, rembourser le centre d'entraînement, s'il n'y avait pas Blueco, Strasbourg serait en crise comme les clubs qui sont concernés par la faillite. Mais c'est vrai que je ne m'explique pas, d'une manière générale, pas le mutisme, mais le fait que les présidents de clubs continuent à dire amen à tout ce que dit la Brune, alors que visiblement il emmène tout le monde dans le mur.